Mondial 24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, au 68e jour consécutif depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste sur Gaza, une vingtaine de martyrs dont de nombreux enfants sont à déplorer dans l'ensemble de l'enclave. Les Gazaouis continuent d'être privés de nourriture et d'eau. Après 80 jours de blocus sioniste sur les aides, la famine s'installe, en particulier chez les enfants. Concours Huawei TIC 2025 en Chine. 14 étudiants algériens se sont distingués lors de la finale, remportant 4 prestigieux prix. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, les félicite pour ces résultats inédits. Conflit en Ukraine, Moscou et Kiev procèdent à l'échange de 307 militaires, le plus grand échange de ce type dans ce conflit qui dure déjà depuis 3 ans. Le cinéma algérien en deuil, le grand Mohamed Lakhdar Hamina s'est éteint hier soir, laissant derrière lui des œuvres cinématographiques inestimables. On reviendra dans cette édition sur son parcours. Bonsoir à toutes et à tous. Le chaos se poursuit à Gaza pour le 68e jour consécutif depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste. Les bombardements sont incessants et les Palestiniens tombent les uns après les autres. Le bilan s'est alourdi ce samedi à 53 901 martyrs et 122 593 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 79 martyrs et 211 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave ces dernières 24 heures, en majorité des femmes et des enfants. Et depuis l'aube de ce samedi, une vingtaine de Palestiniens sont tombés en martyrs, dont de nombreux enfants, alors que les forces d'occupation ont intensifié leurs bombardements sur les 4 coins de l'enclave. Des frappes à Rafah et à Khan Younes au sud ont fait 10 morts et une cinquantaine de blessés. Des attaques au drone ont également fait des martyrs au nord de l'enclave. Difficile de se faire soigner à Gaza. Tous les jours, ils sont des centaines de blessés afflués dans les rares établissements médicaux subsistants dans l'enclave. Selon le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, Qasem Abou Khalaf, les équipes médicales sur place doivent travailler sous une pression extrême dans un contexte de pénurie de médicaments, de coupure d'électricité et de manque de carburant nécessaire au fonctionnement des appareils médicaux dans les hôpitaux et sous les intenses bombardements sionistes. Dans ce contexte, l'UNICEF a appelé dans un communiqué ce samedi à l'application du droit international qui garantit aux civils le droit au traitement, à la vie et à la mobilité. Une situation de précarité désastreuse, en particulier lorsqu'on sait que seuls 19 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza restent aujourd'hui partiellement opérationnels. Les médecins des hôpitaux Nasser et Ashifa se plaignent justement de la surpopulation et du manque de fournitures pour soigner les patients. Amalam Zenzitone. Dans un climat de peur et d'insécurité, les professionnels de la santé, notamment les équipes médicales d'urgence, continuent de prodiguer des soins urgents à la population de Gaza à l'hôpital Ashifa. La structure médicale fonctionne au-delà de ses capacités et manque cruellement de fournitures suite à la fermeture des hôpitaux du nord de Gaza. Après la mise hors service totale des hôpitaux du nord de Gaza, il n'y a plus de services médicaux dans cette partie du pays. La charge pesant sur le complexe médical El-Shifa est devenue très lourde. Nous recevons un grand nombre de patients du nord de Gaza dans une situation très difficile. La capacité d'accueil du complexe médical El-Shifa est très faible et il ne peut pas accueillir autant de blessés et de malades. Les lits sont déjà occupés. Chaque jour, les services d'urgence sont débordés
débordés, saturés. Tout cela est dû au manque de fournitures de première nécessité, à l'indisponibilité des services hospitaliers, à la pénurie du consommable, à l'indisponibilité totale de drains thoraciques au ministère de la Santé. Nous avons également besoin de beaucoup trop de fournitures médicales que nous n'avons pas pu obtenir depuis la reprise de la guerre. La plupart des équipements médicaux sont usés et bien sûr cassés. 4 grands hôpitaux de Gaza ont dû suspendre leurs services médicaux la semaine dernière en raison de leur proximité avec les lieux soumis au bombardement. Les missions de l'OMS qui tentaient d'atteindre l'hôpital Al-Aouda et l'hôpital indonésien ont été entravées selon l'OMS. Seuls 19 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza restent opérationnels, alors qu'au moins 94 de tous les hôpitaux sont endommagés ou détruits. Seulement 12 sont en état de fournir une variété de services de santé. Les blessés palestiniens paient le prix fort. Je me suis réveillé dans le couloir, j'ai regardé autour de moi, les gens faisaient des allers-retours. J'ai demandé où suis-je. On m'a dit que j'avais été mis dans le couloir après l'opération. J'ai demandé où est la chambre, pourquoi n'ai-je pas de chambre. Il n'y a pas de chambre, pas même de toilette. On m'a installé une poche à urine interne, donc je ne bouge pas du tout. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré vendredi que l'entité sioniste n'avait autorisé pour Gaza que ce qui équivaut à une cuillère à café d'aide, alors qu'un flot d'assistance est nécessaire. Il a à nouveau signalé que l'ONU ne participerait pas à un nouveau plan de distribution soutenu par les États-Unis. Justement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également appelé vendredi à une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et à des mesures de sécurité pour l'acheminement de l'aide, alors que l'entité sioniste empêche toujours l'entrée des camions humanitaires postés au niveau du passage de Rafah. À noter que plus de 2 millions de personnes sont menacées de famine. Ces derniers jours, près de 400 camions ont été autorisés à entrer à Gaza par les points de passage de Karim Abou Salem. Mais seuls 115 camions ont pu acheminer des fournitures et rien n'est parvenu au nord assiégé. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour apporter toute l'aide possible aux personnes dans le besoin. Quoi qu'il en soit, toute l'aide autorisée jusqu'à présent ne représente qu'une petite quantité d'aide, alors qu'un afflux massif d'aide est nécessaire. Les besoins sont immenses et les obstacles considérables. Des quotas stricts sont imposés sur les biens que nous distribuons, ainsi que des procédures de retard inutiles. D'autres produits essentiels comme le carburant, les abris, le gaz de cuisine et les produits de purification de l'eau sont interdits. Et cela fait donc plus de 80 jours que le siège sioniste sur les aides humanitaires se poursuit à Gaza, qui s'ajoute au blocus imposé à l'enclave depuis 2007. Quelques camions ont pu acheminer de la farine aux Gazaouis, mais c'est clairement insuffisant pour subvenir aux besoins de tous, en particulier les enfants, ces derniers étant les premiers à souffrir de cette famine. Sohila Kilal. Dans son siège bébé, Lama 11 mois tète un biberon vide. C'est la seule solution que sa maman Mervet a trouvée pour calmer l'enfant affamé. Elle qui n'arrive même pas à produire du lait pour allaiter son bébé à cause de la malnutrition. Cette veuve de 38 ans ne sait plus comment faire pour nourrir ses 9 enfants. Désemparée, elle repense avec nostalgie à sa vie d'avant le 7 octobre 2023. Cette petite n'a rien mangé depuis ce matin. Nos enfants meurent à petit feu. S'il y a une distribution de repas, ils mangent, sinon ils ne mangent pas. Avant la guerre, nous avions un revenu, de la nourriture, des boissons et des fruits. Le pain était disponible. Munis d'un saladier, Basma et Khalil seront à l'autre bout du camp de Deir el-Balah pour avoir une ration de repas pour nourrir ses petits-enfants. Leur festin, du riz cuit et quelques légumes baignant dans un bouillon. Rien de consistant, mais ont-ils le choix en temps de génocide et après plusieurs semaines d'un blocus hermétique? On entend parler d'une ouverture des points de passage, mais nous ne voyons rien arriver. Il n'y a ni légumes, ni fruits, ni farine. Ce ne sont que des paroles en l'air. Sur le terrain, on n'a rien vu.
Inquiète pour son bébé qui n'a pas bu une seule goutte de lait durant 2 semaines, Mervet a pu se procurer un sachet de compléments alimentaires pour calmer sa faim. Malgré la dite ouverture des points de passage depuis quelques jours, ces Razaouis disent n'avoir rien reçu. Nous sommes épuisés. La vie s'est transformée en tragédie. Mes enfants se réveillent tous les jours le ventre vide. Depuis 2 semaines, la petite n'a pas eu de lait. Aujourd'hui, j'ai dû lui procurer un complément alimentaire. Même l'eau que nous avons n'est pas propre. Cette nourriture est-elle suffisante pour les enfants? Leur santé s'est détériorée. Certains souffrent d'anémie. Ils ont très souvent des crampes d'estomac. Nous n'avons plus la force d'endurer. Laissez entrer l'aide. Exigez à Netanyahou qu'il mette fin à cette guerre. La situation critique de ces 2 familles n'est qu'un exemple de la misère qui afflige les 4 coins de la bande de Gaza. Ses habitants n'ont encore vu aucun signe des aides annoncées. La famine qui frappe l'enclave risque de persister encore, faisant plus de victimes, dont une majorité d'enfants. Et en Cisjordanie occupée, les raids s'intensifient. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leurs agressions sur le gouvernorat de Toul-Karam et ses camps de déplacés pour le 118e jour consécutif. Résultat, maisons incendiées, routes détruites et vandalisation des biens des Palestiniens. À noter que les campagnes d'arrestations arbitraires sont quotidiennes. Toujours en Proche-Orient, le gouvernement syrien a salué ce samedi la levée formelle des sanctions américaines imposées depuis plusieurs années au pays. Y voyons, selon l'agence de presse syrienne, un pas positif dans la bonne direction pour réduire les souffrances sur les plans économiques et humanitaires. Dossier nucléaire à présent, le 5e cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran qui s'est tenu vendredi à Rome sous la médiation d'Oman a été constructif selon Washington. De son côté, Téhéran a parlé d'un échange professionnel mais de discussions qualifiées, je cite, de compliquées. On en parlait tout à l'heure en titre. En Chine, 14 étudiants algériens se sont distingués lors de la finale mondiale du concours Huawei des technologies de l'information et de la communication 2024-2025, organisé dans la ville de Shenzhen en remportant 4 prestigieux prix. Une nouvelle réalisation qui reflète le niveau remarquable des étudiants algériens dans le domaine d'éthique. Congratulations! Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a justement pas manqué de féliciter ces jeunes prodiges qui ont obtenu des résultats inédits parmi 114 pays. Dans son message, le président Tebboune a également tenu à féliciter les écoles nationales et les universités des wilayas de Sétif, Béjaïa, Sidi Bel Abbas, Alger et Oran pour avoir atteint ces niveaux d'excellence reconnus à l'échelle mondiale. Et dans le reste de l'actualité, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce samedi, au nom du président de la République Abdelmadjid Tebboune, la cérémonie d'installation officielle du général Ait Warabi Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure, et ce, en remplacement du général Haddad Abdelkader.
Au Maroc, des organisations ont dénoncé la participation de l'entité sioniste aux manœuvres militaires African Lion 2025 qui se déroulent dans plusieurs régions du royaume, appelant les autorités à couper tout lien avec l'entité occupante qui mène une guerre brutale d'extermination à Raza, à annuler tous les accords de normalisation avec elle et à fermer le bureau de liaison dans la capitale Rabat. Le Parti socialiste marocain a décrit la participation des sanguinaires de la tristement célèbre brigade Golani aux manœuvres comme un pas sans conséquence calculé qui va à l'encontre du choix du peuple. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a formulé la même demande, considérant cette démarche comme une incursion dans la normalisation officielle avec l'ennemi et une provocation à l'égard du peuple marocain, appelant à l'arrêt définitif de ces manœuvres en raison de leur caractère hostile aux intérêts des peuples. Le ministère marocain de l'Intérieur a décidé d'interdire toutes les activités liées au rituel de Eid al-Adha de cette année. Les médias locaux ont rapporté ce samedi que le ministère a envoyé des lettres aux gouverneurs et aux responsables locaux leur ordonnant d'empêcher toute manifestation liée à cette fête religieuse, y compris la vente d'animaux de sacrifice, l'installation de marchés saisonniers et la promotion de l'approvisionnement en produits d'abattage, suite à une décision surprise prise par Mohamed VI d'empêcher les Marocains d'accomplir ce rituel, évoquant des conditions climatiques et la baisse du nombre de têtes de bétail et de ses prix élevés. Crise en Libye, des foules de manifestants se sont rassemblés vendredi sur la place des Martyrs de Tripoli, appelant à la fin de la transition, au renversement du gouvernement actuel et à l'organisation immédiate d'élections pour un retour à l'ordre au plus vite. Et lors de sa 1280e réunion, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a examiné la situation sécuritaire qui prévaut en Libye. L'ambassadeur algérien et le représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, Mohamed Khaled, a réitéré le soutien de l'Algérie à l'achèvement du processus politique et a appelé à s'abstenir de toute ingérence étrangère, demandant à l'Union africaine de soutenir les autorités pour mener à bien la transition. Au Tchad, le réseau des médecins soudanais a annoncé la mort de 13 personnes déplacées soudanaises à cause de la faim dans le camp de réfugiés de Gaga dans le pays la semaine dernière. Le réseau a confirmé dans un post sur la plateforme X que les réfugiés soudanais dans le camp souffraient de conditions humanitaires catastrophiques en raison du manque de nourriture et de médicaments, en plus de l'apparition de nombreuses maladies. Conflit en Ukraine, une attaque de drones et de missiles balistiques imputée à la Russie sur Kiev dans la nuit de vendredi à samedi a causé d'importants dégâts. Plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés, 15 personnes ont été blessées. Dans ce sillage, les forces aériennes ukrainiennes ont affirmé ce samedi avoir abattu 6 missiles balistiques et 245 drones russes durant la nuit, principalement dans les environs de la capitale Kiev. Et de son côté, la Russie a déclaré vendredi que ses forces poursuivaient leurs opérations dans plusieurs directions. Dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient pris le contrôle de 6 localités, à Soumy, Kharkiv et Donetsk, ajoutant avoir détruit des chars ukrainiens, des véhicules blindés, de l'artillerie, des stations de base de guerre électroniques et des dépôts de munitions. Et puis je vous le disais tout à l'heure en titre, la Russie et l'Ukraine ont chacune échangé 307 de leurs militaires ce samedi, au deuxième jour d'un échange de prisonniers qui, une fois terminé, devrait être le plus grand échange de ce type dans ce conflit de 3 ans entre les deux pays. Le cinéma algérien a perdu hier soir l'un de ses plus grands pionniers.
Mohamed Lakhdar Hamina s'est éteint, laissant derrière lui des œuvres cinématographiques inestimables. Seul Algérien, Africain et Arabe à avoir remporté une Palme d'Or, il reste une figure majeure de la mémoire et de l'engagement par l'image. Retour sur le parcours exceptionnel d'un homme qui a façonné l'histoire du cinéma algérien. Maria Chouyer. Mohamed Lakhdar Hamina, réalisateur et producteur emblématique, s'est éteint vendredi 23 mai à son domicile d'Alger à l'âge de 95 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique immense. Né le 26 février 1934 à Msila, il était le fils de modestes paysans des hauts plateaux. De ses racines profondes, il a tiré une force intérieure qui allait nourrir toutes ses œuvres. Avant de devenir un cinéaste de renom, Mohamed Lakhdar Hamina était d'abord un moudjahid, un combattant digne engagé dans la lutte pour la libération de l'Algérie. Avec sa caméra comme arme, il a fait connaître au monde les douleurs, les sacrifices, mais aussi les héroïsmes de la glorieuse révolution algérienne. Son cinéma s'inspirait du néo-réalisme, un cinéma de vérité, de terre et de silence. Il a donné la voix aux sans-voix, éclairé les ondes d'ombre de l'histoire algérienne et traversé le silence de l'oppression avec une rare humanité. Ses films sont restés les témoins vivants d'un peuple résilient. Chronique des années de braise réalisée par M. Lakhdar Hamina. En 1975, la consécration internationale vient saluer son engagement artistique. Il reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son 4e film, Chronique des années de braise. Une récompense historique, la première et encore aujourd'hui la seule Palme d'Or décernée à un film arabe et africain. Ironie du destin ou par pur hasard, Mohamed Lakhdar Hamina s'est éteint le jour même où Cannes Classique célébrait les 50 ans de cette Palme d'Or en projetant une version restaurée de ce chef-d'œuvre dans le cadre de son prestigieux programme. Au total, il aura été sélectionné à 4 reprises à Cannes, recevant également le prix de la première œuvre pour Le Vent des Aurès. Un exploit rare, un honneur mérité pour un homme qui a toujours mis le cinéma au service de la mémoire, de la justice et de la liberté. Ces œuvres puissantes et intemporelles demeurent. Elles continueront de traverser les générations comme un rappel qui ne s'éteindra jamais. Mohamed Lakhdar Hamina n'est plus, mais son cinéma, lui, ne mourra jamais. En parlant du Festival de Cannes qui s'est clôturé aujourd'hui, la Palme d'Or de cette 78e édition est revenue au cinéaste iranien Jafar Panahi pour son film Simple accident. Allez maintenant, sport football avant de se quitter. Le Mouloudia d'Alger a franchi une étape majeure dans sa quête d'un titre après sa victoire 1-0 face à l'USMA hier au stade du 5 juillet. Ce succès dans ce match en retard lui permet de creuser l'écart en tête du classement. Faisal Salah. Le grand derby nord-africain a eu lieu vendredi soir entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, deux équipes historiques de la région et surtout de la capitale Alger, au stade mythique 5 juillet. Les situations des deux équipes sont à l'opposé. Le MCA est leader, tandis que l'USMA est 6e, mais traverse un passage à vide et une défaillance au niveau de la gestion. Les supporters des deux équipes ont fait le déplacement. Plus de 40 000 supporters présents dans les tribunes. Les Verts et Rouges ont occupé leur chaudron pour soutenir les coéquipiers de Reda Hlaïmiya afin de poursuivre le chemin vers un deuxième titre consécutif. D'autre côté, les Rouges et Noirs, les supporters de l'USM Alger ont envoyé un message clair à l'équipe. On est là juste pour les couleurs. Tahar Boudjema au sifflet et Ben Baram Lehlou à la VAR. À 20h, la partie a commencé avec beaucoup d'engagement des deux côtés et des duels avec une légère domination des joueurs de Khaled Ben Yahya. À la 18e minute, Bangora a été proche d'ouvrir la marque, mais son tir n'a pas été cadré. Il faut finalement attendre la 33e minute de jeu pour voir l'unique but de la partie, qui prélance Khalif, qui essaie de trouver Bangora. Mondeko repousse la balle. Boum! Une frappe de gauche de Bouraz trompe Benbout. Le MCA est devant. Joie des supporters, pas de réaction des USMistes en cette fin de première période. Le MCA ne veut pas prendre de risques. L'objectif est les 3 points pour Khaled Ben Yahya.
On doit même chercher le résultat plus que la manière. C'est secondaire la manière, surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps, on a bien géré notre match, on a bien joué. Disons, on a bien joué, mais en deuxième mi-temps, on a très bien géré le match. Et il y a des moments où il faut gérer le match parce que le résultat est très important pour la vie de l'équipe et des joueurs et surtout de Moulday. Les Usmis, Na'mani et Boukhenchouch ont essayé de trouver la faille, mais sans danger. Le Mouloudia est en place, l'USM Alger est impuissante et la déception des supporters est visible. Je ne me des excuses, mais c'est une réalité. Une équipe pleine de confiance, avec un rythme de jeu, avec des joueurs en forme, contre une équipe qui vit le doute, sur le plan compétition. Et à chaque match, même avant mon arrivée, l'USM n'a pas pu faire 9 joueurs. Avec cette défaite, l'USM Alger est toujours 6e avec 36 points et le Mouloudia consolide sa place de leader avec 52 points, soit 6 points d'écart avec la GS Kabylie 2e. Le Mouloudia est plus proche que jamais de son 2e titre consécutif. Le derby a souri au vert et rouge. Les coéquipiers de Boras fêtent la victoire avec leurs fidèles supporters. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.